bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort les lundis à 21h. Et ce soir, première émission de février. Donc on va vous faire rêver avec Linda Bouifrou. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être là, merci. Alors merci à vous de nous avoir rejoints pour nous parler un peu de votre histoire, parcours et engagement. C'est jamais simple. Donc c'est quoi l'histoire de Linda Bouifrou, les origines, où vous êtes née, où vous avez grandi, enfin parlez-nous un peu. Alors effectivement, c'est une longue histoire. Moi je suis née à Marseille, de parents issus de l'immigration, donc d'Algérie, de la Kabylie. Et puis j'habite la région parisienne depuis un peu plus de 15 ans, avec des parcours à l'international. J'ai habité à Londres, à New Delhi et ailleurs, par rapport à mon métier. Alors on va venir sur votre métier et puis sur le parcours, mais dans l'histoire, vous êtes où de Kabylie, vous êtes originaire d'où? Alors de la petite Kabylie, autour de Béjaïa, dans la montagne, entre Okas et Tichy, dans les terres profondes de la montagne. Alors dans ces terres profondes, elles ne sont pas si profondes là, parce qu'un petit village qui est pas loin, avant c'était la commune d'Aokas, oui. Mais puisque nous sommes voisins, oui. Et dans ces terres-là, vous avez un village et vous avez des gens communs que vous avez connus et vivre ensemble à Marseille et de là-bas, d'origine de là-bas, non? Des gens connus, non? Ah oui, effectivement, il y a des liens avec la famille de Zidane. Forcément, à la fois par rapport à Marseille, nos mères ont grandi ensemble, et parce que nous avons des villages proches en Kabylie. Peut-être Bourkhlifa. C'est ça. Donc voilà, et donc comment ça se passe donc à Marseille? T'es resté combien d'années à Marseille? Parce que tu arrives à Paris, mais tu n'as pas dit jusqu'à quel âge tu étais resté à Marseille? Oui, moi, toute petite, je savais que j'allais vivre à l'international. Comment et pourquoi, je ne sais pas. Et donc du coup, je suis partie à 18 ans de chez moi. J'ai décidé d'aller vivre à Londres et de me préparer à une carrière internationale et d'apprendre l'anglais, puisque je viens d'une zone un peu, on va dire... relégués dans les quartiers paupérisés du nord de Marseille, ce qu'on appelle les quartiers nord. Du coup, moi, j'avais une éducation plutôt en ZEP. L'anglais n'était pas du tout présent, ou peu plutôt. Et donc voilà, j'ai décidé d'aller vivre à Londres quelques années avant. C'était quoi le quartier, Bassins à Marseille, un quartier à qui j'ai dit bonjour à tout le monde parce que... Salut voilà. Nos amis marseillais. Marseille, on vous salue. On vous salue, La Marseille. Canebière et Belzins, les quartiers, parce que des trucs. Et donc du coup, tu es parti à l'international pour faire des études et pour apprendre l'anglais, parce que c'était vraiment, tu avais envie d'être bilingue. Voilà, j'étais dans une réflexion d'abord de carrière, c'est-à-dire que moi, je pensais devenir infirmière. Donc j'ai fait un bac adéquat et je pensais rentrer dans les métiers paramédicaux. L'année de mon bac, malheureusement, je perds mon grand-père dont j'étais très proche. Et paix à son âme, j'étais très admirative de lui. Il nous a fait grandir. En fait, c'était un deuxième père. Et j'ai eu, je crois, psychologiquement un recul en me disant mais non, moi, travailler dans un hôpital, c'est pas possible. Et je me suis dit, c'était un peu particulier parce que dans ma tête, je pensais devenir infirmière et aller vivre à l'international et notamment... J'avais ce mythe du French Doctors et d'aller en Afrique sauver des vies, un peu Mère Teresa, donc j'étais un petit peu dans ma bulle. Et en même temps, je savais que j'allais faire quelque chose à l'international, mais je ne voulais plus que ce soit dans les métiers du caring, donc devenir infirmière, etc. Donc je me suis dit, la seule chose, du haut de mes petits 18 ans, dans une famille un peu, avec une mentalité, disons, une fille ne part pas toute seule, et encore moins à l'étranger. Moi, j'avais décidé, c'était clair et net, et pourtant j'étais une jeune fille très timide, très réservée, on ne croirait pas aujourd'hui. Ça a changé, ça a changé. Ça a changé, ça a bien plus changé. C'est ce que dit ma mère très souvent, ce que t'étais, ce que t'es devenu. Et donc je savais qu'il fallait que j'apprenne l'anglais, que je le maîtrise parfaitement, parce que là j'avais vécu en fait un traumatisme. Quand j'ai commencé par la biologie, quand je savais que je ne voulais plus être infirmière, j'ai fait donc un doc de biologie à Marseille, à l'université Aix-Marseille. Le premier cours d'anglais, j'ai senti pour la première fois de ma vie ce qu'était la relégation sociale. C'est-à-dire le fait qu'effectivement, je portais en moi les stigmates de l'éducation et du manque d'éducation dans le sens où les quartiers populaires étaient laissés à l'abandon. Donc au premier cours d'anglais, tout le monde se met à parler d'anglais autour de moi et moi j'étais complètement perdue alors que j'étais une élève plutôt studieuse, travailleuse et plutôt d'un bon niveau. Et ce jour-là, j'ai pris sur moi de dire plus jamais, je remettrai plus jamais les pieds dans un cours où je me sentirai humiliée. Je reviens, je parlerai aussi bien que vous, si ce n'est mieux. Et je sais pas, sur comme ça, une décision, je suis partie vivre en Angleterre et j'avais aussi envie de verre.
moi j'habitais un quartier populaire, donc le vert, c'était pas ce qui était... C'est la peinture sur les murs, non? C'était ça. Bon, il y avait des petits jardins familiaux, mais j'avais envie de faire autre chose et d'essayer de me porter volontaire sur des actions écologistes, et je faisais d'une pierre deux coups, en fait. Une humanitaire, quoi. Humanitaire, mais bon, à Londres, c'est pas tellement humanitaire, bien qu'il y ait des quartiers paupérisés aussi, mais je me suis engagée auprès du BTCV, si je me souviens, British Trust for Conservation Volunteer, et donc du coup, je faisais des chantiers internationaux là-bas, et c'est comme ça que ma militance est née, en fait, dans une ville extrêmement cosmopolite, qui est Londres. Alors donc, vous êtes restée combien de temps, Linda, à Londres, alors? Plus ou moins 2 ans. Entre-temps, j'ai repris mes études par correspondance, sur la ville de Toulouse en géographie, parce qu'entre-temps j'étais aussi bénévole en France, en Camargue, sur des actions éco-citoyennes aussi, et j'avais rencontré un géographe qui m'avait expliqué que la géographie, c'était pas du tout la géographie que nous on avait apprise à l'école, et notamment au lycée, qui est très encyclopédique, très ennuyante en réalité. Et j'avais découvert un nouveau métier, et je m'étais dit, tiens, puisque je suis à Londres, j'avais un travail, j'étais secrétaire bilingue dans une grande compagnie, ça marchait plutôt bien, mais je me suis dit, il manque quelque chose dans ma vie. Et je découvrais la géographie, je me suis inscrite par correspondance avec l'université de Toulouse, et j'ai commencé comme ça à reprendre mes études. Puis finalement, je suis tombée amoureuse de Toulouse quand je suis venue passer mes examens, et je suis restée à Toulouse au final. Alors, tu as fait combien de temps à Toulouse, du coup? Parce que Toulouse, j'ai fait 5 ans, donc j'ai repris mes études de A à Z, donc j'ai fait les 4 ans pour avoir un cycle 2, donc licence, maîtrise, et après je suis montée à Paris pour faire mon DEA, ce qui est l'équivalent aujourd'hui du Master 2. Du Master 2, ouais. À l'époque, c'était juste avant le doctorat. C'est ça. Et donc, à Paris, tu t'es installé, donc maintenant ça fait pas mal de temps. Et tu as continué à militer à Toulouse, à Paris, ou tu as eu des séquences... À Toulouse, je commençais à me spécialiser en géographie sur l'ère culturelle du monde indien. Parce qu'en géopolitique, il faut se spécialiser. Alors évidemment, j'ai d'abord pensé à me spécialiser sur le monde arabo-musulman, et notamment sur les problématiques algériennes. Et puis je me suis dit que ça ressemblait trop à un déterminisme. C'est comme si je devais travailler sur le pays dont mes parents étaient originaires. Et je me suis dit, mais non, l'Inde m'a tirée, sans trop savoir pourquoi, je l'ai compris bien plus tard. Et je me suis dit, tiens, je vais me spécialiser sur l'Inde. Et j'ai commencé comme ça à travailler sur les problématiques indiennes. Et de ce fait, la culture indienne est venue à moi, ou je suis allée à elle, je ne sais pas. Et j'ai commencé à travailler, à être bénévole dans les collèges du Mirail, à Créteil. À Toulouse, à Toulouse, où j'apportais justement ce savoir culturel, c'est-à-dire l'échange, l'interculturalité. Qu'est-ce que le monde indien, les problématiques. Et j'ai commencé comme ça ma militance. Je suis rentrée très vite à l'UNICEF, Toulouse, où j'ai eu très vite des responsabilités, notamment chargée de recruter les bénévoles, de les former. Et là, j'appartenais au groupe qu'aujourd'hui on appelle l'éducation au développement et à la citoyenneté. Et j'intervenais dans les écoles sur des problématiques X et diverses sur le développement. Donc en fait, j'ai construit mon approche scientifique aussi par ma militance. Parce qu'en travaillant avec l'UNICEF sur les problématiques du droit à l'éducation, dans le monde, les enfants, etc., je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Je voulais travailler sur des voies de développement alternatives, nouvelles, et qui faisaient une rupture avec ce côté néocolonialiste quand on travaille sur le développement. Alors, vous avez su déjà allier les choses entre la culture indienne et votre culture d'origine, la culture amazigh, Kabyle, mais amazigh, parce que je vois les bijoux amazigh qui viennent se mêler au tissu indien, aux couleurs indiennes. C'est mon quotidien en fait. C'est vraiment mon quotidien. Je mange la nourriture française évidemment basique, mais je mange beaucoup de choses d'origine algérienne, berbère. J'ai le goût, j'ai la langue pour ça. Et puis je cuisine indien, puisque j'ai habité en Inde aussi autre-temps. Et que vraiment, je suis dans ce multiculturalisme depuis de très très nombreuses années. Ah, mais je sais que donc, vous avez résidé combien de temps en Inde du coup alors En Inde, j'ai donc fait ma maîtrise en Inde. Je suis restée 6 mois dans le sud. J'y suis allée une première fois en licence. J'avais décidé d'y aller sur un coup de tête avec un ami, mon meilleur ami. Et on s'est dit, on va en Inde, fou de ce qui adviendra. On n'y allait pas à l'aventure, sac à dos. Et puis j'avais décidé de faire ma maîtrise en Inde, donc je l'ai fait dans le sud. Et puis après, pour ma thèse, j'ai eu la chance d'avoir une allocation de recherche, puisque je suis arrivée majeure de promo à l'époque dans mon DEA, ce qui m'a permis à la fois d'avoir une allocation de recherche qui m'a confortée dans ma posture de chercheur, et en même temps, j'étais acceptée à l'ambassade de France en Inde,
où j'étais dans le service des relations, enfin, de la culture et de la recherche. Et j'ai pu faire 2 ans de terrain pour ma thèse dans les bidonvilles à Delhi. Ah, c'est quand même un sacré parcours, hein, globe-trotteuse. Hein, Globe-trotteuse, oui. Globe-trotteuse. Et donc, du coup, tu t'es réinstallé à Créteil, tu es revenu. Et comment t'es venue l'idée de monter cette cabane des associations? Et puis après, tout ton militantisme, tu vas nous parler aussi de l'Inde et tout. Mais comment t'es venue l'idée de monter cette cabane des associations? Alors, du coup, moi, quand j'étais en Inde, pour arriver dans un bidonville, je ne pouvais pas arriver avec l'étiquette de l'ambassade, en disant je travaille à l'ambassade, au service recherche. C'était un peu bizarre. Donc du coup, tout de suite, j'ai pris la casquette en fait d'un agent de développement en faisant ce que les anthropologues appellent l'observation participante, à savoir être de l'intérieur pour pouvoir analyser les problématiques socio-économiques, sociales, etc. Et donc, du coup, moi, j'étais praticienne pour des ONG. Donc, je travaillais pour des ONG en Inde, ce qui me permettait à la fois d'être à l'intérieur même du bidonville, de pouvoir l'observer et de mener mes enquêtes de chercheurs plus tard. Et en même temps, d'avoir une approche différente. J'étais vraiment dans le cœur de l'Inde. Je n'étais pas juste une Française expatriée en Inde. Et du coup, sur ma dernière année, ça se passait très, très bien. Et avec des jeunes d'un bidonville, on a décidé de lancer une ONG. Et en fait, cette ONG était concomitante au décès de mon père, qui s'appelait Saïd. Paix à son âme, là, yarahmou. Et donc moi, j'étais dans la trentaine, heureuse, épanouie. Et au quotidien, je découvrais des enfants qui vivaient dans des conditions horribles. Alors, ceux des bidonvilles, mais aussi ceux qui étaient dans la rue, à même le sol, qui mendiaient, qui parfois étaient abusés sexuellement et à d'autres niveaux. Et je me suis dit, mais comment je peux rester comme ça de marbre et rentrer chez moi en France, dans mon confort, et ne pas créer un lien entre l'Inde et la France, c'était pas possible. Donc désolée, je suis un peu émue quand même, avec certains jeunes, on a lancé cette ONG, on ne savait pas du tout quel nom mettre. Et puis c'est les jeunes qui m'ont soufflé à l'oreille en disant, on sait que t'es triste, t'as perdu ton papa, écoute, si on l'appelait Saïd. Et en fait, ça tombait très bien parce que l'acronyme devenant Slum Action in Delhi, donc les activités socioculturelles dans les bidonvilles, parce que bidonville se traduit par slums, donc c'était parfait. Donc je me suis dit, à la mémoire de mon père et de tout ce qu'il m'a inculqué pour tendre la main à l'autre, et en même temps c'était une phase importante de ma vie, je revenais en France, c'était très dur pour moi de quitter l'Inde, j'adorais y vivre et faire ce que j'y ai fait. Et du coup, c'est d'abord l'ONG Saïd qui a été créée à Créteil, puisque je suis venue... Moi, en fait, quand je suis venue faire mes études en région parisienne, j'étais parisienne. J'habitais le 19e, frontière 19e, 20e. Et en revenant, en fait, j'ai habité chez une amie qui, elle, était à Créteil. J'ai eu un coup de foudre pour Créteil, alors que ça n'a rien à voir avec le monde indien, etc. Mais parce que j'avais trouvé une ambiance un peu militante, les MJC, etc. Je me suis dit, tiens, je vais tester. Et on va voir. En fait, je connaissais la ville, puisque j'y passais mes week-ends chez mon ami au lac, etc. Et je me suis installée comme ça, par facilité au début. Et puis je me suis dit, mais l'ONG, on l'a créée en Inde, il faudrait peut-être la créer en France pour faire du lien. Et en même temps, d'un point de vue financier, il fallait aussi les aider parce qu'on avait des projets en Inde et qu'ils n'allaient pas s'autofinancer, c'est sûr. Mais c'est vrai que Créteil, si de mémoire, si je me souviens son nom, c'est 4 ou 5 MJC, 2 centres sociaux, la MAC, l'école de salle de danse. C'est une ville très cosmopolite, culturellement parlant. Très dynamique, culturellement parlant. Et justement, nous, on s'était rendu compte qu'il manquait un peu la touche, le monde indien. Et on a été la première ONG franco-indienne installée là, qui avait d'abord une vocation culturelle, parce que nous, notre intérêt, c'était de faire connaître à la fois le monde indien, donc la danse, le théâtre. Ça nous permettait de faire d'une pierre deux coups, puisque en donnant des cours dans les MJC, etc., ça nous permettait de financer les projets à l'international, et en même temps de se faire connaître, et de sensibiliser, parce qu'au-delà de la danse, parce qu'on est passé de la danse primaire, on va dire, de la danse ludique, etc., à des spectacles engagés. C'est-à-dire qu'on avait toujours une finalité sur une problématique qu'on choisissait, par exemple l'accès à l'eau, la différence de traitement pour une fille et un garçon, pour le droit à l'éducation, etc. Et donc, en fait, on a créé des générations de militants sans se rendre compte au travers de la pratique artistique. Et c'est dans ce diagnostic où on était ravis de l'outil culturel qu'on a pu vraiment utiliser à bon escient, et où après, en parallèle, par contre, il y avait aussi des problématiques du genre, quand on est une petite association, qu'on n'a pas de financement, comment on se débrouille, et notamment quand on n'a pas de locaux. C'est comme ça qu'est arrivée l'idée de la mutualisation interassociative qui a donné naissance à la cabane des associations.
Alors, avant de venir à Kamal, moi j'ai assisté à une rencontre justement de l'ONG Saïd avec des gens qui étaient venus d'Inde d'ailleurs, et c'était dans le cadre d'un autre monde, du Val-de-Marne, et où justement vous faites des rencontres pédagogiques pour justement sensibiliser les gens à cette question de l'égalité en Inde, du développement, de la précarité, de l'insertion, ces relations des jeunes femmes-hommes, tout ça. Vous avez ce travail permanent avec eux, vous les faites venir en plus d'Inde. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que non seulement on sensibilise sur ces problématiques-là, de genre, etc., mais c'est qu'en fait on fait écho à ce qui se passe ici. On n'est pas juste en train de montrer l'altérité. On se dit, mais en fait, l'égalité homme-femme, la problématique est tout aussi française. Le problème de l'accès à l'éducation, c'est pareil, différemment dans le sens où, nous, en France, le problème, c'est le fléchage de genre. C'est-à-dire, t'es une fille, ma fille, tu seras infirmière, et on ne pense pas à toi pour être pilote de ligne ou autre chose. Et en Inde, c'est encore différent. C'est un peu plus dramatique, on va dire, pour banaliser. Donc oui, l'idée c'est vraiment de sensibiliser et de faire que chaque individu devienne citoyen à part entière et soit sensibilisé à la fois à cette solidarité et qu'à leur tour, ils aient cette fibre citoyenne pour à la fois monter des actions sans aller vers l'international forcément, puisque je veux dire, quand on travaille, alors ce qui est intéressant en plus avec ces artistes qu'on fait venir, c'est que ce sont ce qu'on appelle les gypsies, les gitans du Rajasthan, donc ils sont en lien avec les Roms. Ce sont les ancêtres des Roms, on dit ça comme ça. Et du coup, quand on vient et qu'on travaille dans une MJC, une école, une médiathèque, et qu'on fait cette sensibilisation toujours par le biais artistique, en filigrane, on parle de la question des Roms. Et c'est très intéressant parce que quand on parle des gitans du Rajasthan, tout le monde est là avec les yeux écarquillés, les couleurs, c'est beau, comment les aider. Et dès qu'on bascule sur la question des Roms... Il faut les renvoyer chez eux. Il faudrait les renvoyer chez eux, ouais. Et donc justement, cette intelligence qu'a mis en place l'équipe Saïd, donc c'est pas uniquement moi, c'est Marie-Ange, Nadia et d'autres personnes qui interviennent, c'était d'arriver à utiliser une problématique qui semblait... décentrer, exactement. Se décentrer des réalités pour pouvoir ramener revenir, ça sur, réinvestir. Voilà. Et on l'a fait pour autre chose. Moi, mon expérience de terrain à l'international et notamment en Inde, autour de l'empowerment des femmes, donc l'autonomisation de ces femmes, est beaucoup passé par le microcrédit. Comment une femme peut devenir finalement s'auto-salariée, etc. Et en fait, on l'a réutilisé en France en 2010, il me semble. 2010-2011, on a eu un financement de l'Europe qui nous a permis de monter cette équivalence en fait, de ce qu'on faisait en Inde et ce qu'on vivait en Inde. Ici, en France, dans les quartiers populaires, on a pu accompagner comme ça à Créteil, tout quartier confondu, une 50aine de femmes pour les aider à s'émanciper. D'abord par le bien-être, donc la danse, ce qu'on appelle la danse-thérapie ou l'art-thérapie plus globalement, et puis par le fait de faire des micro-projets et de s'investir dans la cité. Alors moi, j'aime beaucoup le concept de la cabane d'association parce que ce concept de mutualiser, de coopérer, d'optimiser le militantisme parce que en faisant ensemble, on peut faire beaucoup plus. Et donc c'est ça l'esprit de la cabane d'association. C'est exactement ça, sauf qu'avant ça, il y avait vraiment un esprit très primaire d'entraide. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que certaines associations avaient telle ou telle compétence, telle ou telle, on va dire, facilité structurelle, comme un local, des salariés ou autre. On s'est dit, mais si on pouvait s'entraider, on serait déjà plus fort, sachant qu'on est tous bénévoles, et on serait plus efficace aussi. Et l'idée à la base, c'était vraiment de se dire comment mutualiser et se renforcer nos compétences par là même. Et donc, l'idée vient pour beaucoup d'une ONG qui s'appelle Équilibre Bénin à Créteil et qui était portée à l'époque par Monique Azoulay. Et vraiment, il est très important ici de lui rendre hommage, puisque c'est quand même elle qui nous a beaucoup porté et donné envie de mutualiser, parce que moi, d'emblée, quand je suis arrivée à Créteil, je ne connaissais personne. Je suis quelqu'un qui s'est construite toute seule à Créteil, ma famille à Marseille. Donc j'arrive dans une ville, je ne connais personne, je ne sais pas comment fonctionne la ville. En plus, je revenais d'Inde, donc j'étais dans ma bulle à l'altérité. J'arrive dans une ville, je ne sais pas trop comment les choses fonctionnent. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle un peu dans les quartiers populaires les grands frères. Moi, j'ai eu des grandes sœurs. J'ai eu Aïcha de l'association Elles aussi qui m'a pris par la main. J'ai eu Monique Azoulay, donc d'Équilibre Bénin, m'ont prise par la main, en m'indiquant, mais tu sais, tu peux faire ça, tu peux participer au forum de la culture, tu peux faire que ça comme ça. Et c'est là qu'a germé cette idée de mutualisation en me disant, ouais, c'est vrai qu'en fait,
elle a telle compétence, moi je suis plutôt à l'aise sur des problématiques, l'écriture argumentaire ou l'oral. Monique a une très bonne présence, elle a le lien avec tout le réseau associatif local, les MJC, etc. Donc voilà, on a mutualisé vraiment dans le sens de s'entraider et de faciliter. Alors ce qui était intéressant, c'est que sans même se rendre compte, deux choses essentielles. La première, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, en se regardant, qu'on est tous des femmes. Donc c'était pas anecdotique finalement. Pourquoi que des femmes? Pourquoi on s'est retrouvés en femmes? C'est parce qu'on sait très bien, et les études l'ont montré notamment en économie sociale et solidaire, que finalement dans le monde associatif, les femmes sont souvent des bénévoles et que finalement à la tête d'associations dites financées ou relais d'État, ce sont des hommes. Et les associations sportives notamment. Et nous, on s'est retrouvés non seulement un facteur commun qui est le fait que nous soyons des femmes et des féministes par ailleurs, et ensuite, on s'est rendu compte que les 3 premières ONG qui ont cofondé ce collectif étaient des femmes issues de la diversité, toutes les 3, et qui étaient toutes 3 des obédiences du livre. À savoir que Odile était chrétienne, enfin elle est toujours d'ailleurs, Monique Azoulay, donc juive, et donc moi de confession, oui elle est toujours aussi, et moi de confession musulmane. Et en fait c'est assez intéressant, c'est parce que nous on s'en rendait pas compte, on n'était pas dans cette image de nous-mêmes, de réflexion, d'intellectualisation de notre objectif, mais en fait c'est la réflexivité, c'est le regard des autres qui nous disait « Ah mais vous vous rendez compte, vous faites finalement le vivre ensemble de Créteil ». Et c'est vrai que c'est à partir de là où la clé du vivre ensemble est aussi devenue quelque chose d'essentiel dans ce collectif. Et l'une des premières manifestations communes que nous avons portées, c'était, je me souviens, il y a très longtemps, je crois en 2007-2008, c'était la célébration de Rosh Hashanah en même temps que la fête de l'Aïd qui était tombée ensemble dans le calendrier. Et donc là, c'était exceptionnel, avec une nourriture africaine, donc c'était exceptionnellement génial. Et c'est vrai que ça a construit mon identité de militante, le côté interculturel, intergénérationnel, la valorisation des identités, la diversité. Ça a construit à la fois mon militantisme et la cabane des associations. Alors c'est un principe de bienveillance en fait, envers l'autre? Oui, entre autres, de bienveillance, mais de reconnaissance de l'identité de chacun, qu'il n'y a pas de suprématie d'une identité sur l'autre, qu'on peut très sereinement vivre ensemble et plus encore. Le destin a bien montré que c'est une dame de confession juive. Je ne l'avais pas du tout réfléchi, enfin, peu importe son origine et son obédience religieuse, qui m'a tendu main à Créteil. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, Linda, non? C'est de l'intelligence collective, mais il m'a fallu du recul pour le comprendre. Et moi ce que je trouve aussi, pour revenir, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de votre passion pour le verre, de Green Touch, que vous avez gardé, parce que je sais que vous êtes bilingue, mais moi, mon anglais est moins bon que le vôtre. C'était important parce qu'on le retrouve dans vos actions. Oui. On le retrouve, c'est un fil conducteur de vos actions. Vous êtes très attaché à manger bio, à l'alimentation saine, etc. Complètement. Et plus encore, c'est-à-dire pas attaché pour moi-même, mais attaché à le faire, à le développer. Et notamment là où, en général, ce qu'on appelle le militantisme interstitiel, c'est vraiment là où, finalement, manger bio, on a l'impression que c'est pour les bobos. Ça rime, et c'est pas hasard. Et toutes ces choses-là, nous, ça nous intéresse de l'emmener au grand public. Par exemple, la première chose, en fait, je vous disais d'emblée que moi, j'ai été formée dans les Suds. Donc les Suds, c'est l'Inde d'abord, c'est l'Algérie aussi, et c'est tous les pays où j'ai pu mener des... Et c'est Marseille. C'est Marseille aussi. Mais Marseille, j'étais toute jeune. Ouais, Toulouse. Non, mais quand je dis les Suds, je pense vraiment à ce qu'on appelle le tiers-monde. Ça me dérange juste de l'appeler comme ça. Et moi, en fait, j'ai appris ce militantisme à la base. Je ne me définissais pas comme une féministe. Moi, j'étais une féministe, en fait, comme l'étaient les féministes noires américaines, qui se battaient d'abord pour survivre contre l'ostracisme, contre le racisme, etc. Et qui, de fait, sont féministes. Et en fait, j'ai gardé ça de l'Inde. Parce qu'en Inde, les femmes ne se déclaraient pas pour autant féministes. Elles étaient dans des combats pour la survie, donc des combats pour l'altérité. Oui, des combats pour manger, contre la pauvreté, pour faire en sorte que leurs filles puissent être éduquées, pour avoir un environnement sain. Les sans-terre, par exemple, le combat des femmes pour les sans-terre, alors qu'elles soient dans un bidonville sujet à expulsion ou qu'elles soient des campagnes où effectivement il y a des spoliations de terres et qu'il y a tout ce combat mondialisé aujourd'hui qui s'appelle le combat des sans-terre.
moi j'étais formée comme ça dans les pays du Sud et j'étais formée aussi en Algérie parce que moi petite, j'allais chercher de l'eau. Il n'y avait pas d'eau à la maison. Enfin, on a eu l'électricité très vite dans mon village, mais c'était assez... Tardif par rapport à d'autres. très tardif. La voilà. Du jet était tardivement électrifiée et dans les hauteurs, il n'y avait rien. Et donc moi, j'ai grandi à ça, au respect des animaux, parce que je prenais l'âne avec mes frères et on allait chercher de l'eau. Et la valeur de l'eau, parce que quand on porte de l'eau et des bidons et qu'on est épuisé... Ben, on ne la boit pas de la même façon. L'eau, on ne l'utilise pas de la même façon. On a un respect pour le vivant. Et du coup, je me suis dit, mais comment transmettre ça sans être trop politisé aussi, bien que je le suis par ailleurs. Et ben en fait, on s'est inspiré encore de ce qui se faisait dans les Suds. Et en Inde, il y a une pratique qui s'appelle le happening, c'est-à-dire d'aller sur un espace qui est paupérisé, sale, voire dangereux pour les femmes, etc. Et les gens se donnent rendez-vous un matin, c'est Bénédicte Magnier qui l'explique très bien dans son livre, se donnent un rendez-vous comme ça sur Internet et vont le rendre salubre, propre, l'éclairer, mettre des plantes, etc. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne le ferait pas? Ça ressemble un peu à la tendance des incroyables comestibles en France. Et je me suis dit, pourquoi on ne le ferait pas? Et l'une des actions vraiment dans ce sens éco-citoyen à Créteil, ça a été de se dire, j'adore moi la place de l'abbaye. J'adore y passer du temps sur le banc à parler avec les dames du quartier, les enfants, aller à la médiathèque, etc. Mais cette place est un peu grise, un peu triste. Et un jour, par hasard, avec les gamines, on était assises par terre, parce que bon, parfois on n'a pas de locaux, donc nous, on est sur l'idée de prendre possession de l'espace public. Ce qui, encore une fois, permet de faire d'une pierre plusieurs coups. L'espace public appartient aussi aux femmes. Donc être visible dans l'espace public en tant que femme, c'est important. Et c'est quelque chose que moi, j'ai essayé d'inculquer à la jeunesse. Et notamment les groupes de filles avec lesquelles je travaille sur des projets artistiques et autres. Et un jour, c'est les petites qui m'ont dit, je leur ai dit, mais vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire pour embellir le quartier, etc. Et elles ont eu cette idée de repeindre les bancs, d'embellir l'espace, de mettre des bacs potagers, etc. On a commencé comme ça, on a gratté les bancs, on les a peints, c'était super intéressant. Et on a fait ce qu'aujourd'hui on appelle le Clean Challenge, donc le nettoyage du quartier, etc. Nous, on l'a fait il y a déjà plusieurs années, on l'a mis en pratique, parce que l'idée, c'est pas de se substituer à une charge de travail, hein. Il y a des personnes qui sont payées pour faire ça, ok. Mais en nettoyant le quartier avec les enfants, il y avait un rapport d'ascendance sur les adultes, où les enfants devenaient finalement les gendarmes des lieux, en disant hey, « moi j'ai nettoyé, je jetais pas les cigarettes, je jetais pas, etc. » Et j'ai quand même l'impression que cet espace public est un peu plus propre aujourd'hui, parce qu'il y a eu ces actions qui ont été portées localement. Ah, donc tu vois, c'est vrai que c'est assez intéressant de trouver. Et puis moi, je sais que, parce que j'y ai goûté, hein, je le dis, chez toi aussi, tu pratiques ce que tu dis à l'extérieur, parce que tu cultives, j'ai goûté de très bons fruits, de très bons légumes chez toi. Donc tu pratiques vraiment dans ton quotidien. C'est pas un discours de façade, c'est-à-dire que toi, chez toi-même, tu es dans cette pratique. Exactement. Enfin, moi, j'ai déjà été élevée par un fermier. Mon père était fermier. Paix à son âme, il a grandi en Algérie, il vivait de la terre. Donc peu importe où j'ai habité à Marseille, parce qu'on a déménagé plusieurs fois, il y a toujours eu un lopin de terre. Et quand bien même il n'y en avait pas, mon père m'a appris ce qu'était l'agriculture urbaine, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine ou interstitielle en France et qui est très à la mode et très boboisant. Moi je l'ai appris dans les quartiers populaires de Marseille. Les gens avaient planté des patates dans les balcons. C'est un peu une forme de survie, mais aussi parce que le migrant vient de la terre. Ce sont d'abord des migrants de l'exode rural, et puis après qui sont partis à l'international. Donc moi j'ai eu cet héritage par mon père d'abord. Vraiment, et le besoin de toucher la terre, le besoin de manger tomates. Et puis c'est pour des raisons de santé aussi. J'ai quelques maladies chroniques qui font que je dois faire très attention à ce que je mange, etc. Et la pollution, la problématique, quand on mange une tomate qu'elle n'a pas de goût, bah, du coup, moi, je me dis, mais comment faire? Et puis, pas tout le monde peut avoir un achat bio, etc. en continu. Et donc, l'idée, c'était vraiment, moi je fais ce que je prône, comme tu l'as dit, mais par ailleurs, l'idée, c'est vraiment que les autres le fassent aussi. C'est parce que déjà, c'est super intéressant d'un point de vue familial. Même si c'est un petit bac dans le balcon, quand on vient avec papa, maman, qu'on touche la terre, ce rapport à la terre, ce rapport à la vie, et puis qu'on voit pousser la vie, on la respecte d'autant plus. Quand on voit une tomate, le temps qu'elle prend pour pousser. Et là, par là même, on est dans cette posture d'anti-gaspillage. On sait le temps que la tomate elle pousse, c'est pas celle qu'on a pris dans un supermarché et qui va peut-être finir à la poubelle parce qu'on a oublié de l'utiliser. C'est cette tomate qu'on a fait pousser, c'est cette magie.
cette magie, eh ben, moi je trouve qu'elle est importante et que c'est important de l'inculquer autour de nous. Et donc avec l'association Saïd, avec la cabane des associations, on fait de l'initiation à l'agriculture urbaine dans des petits jardins, avec des écoles, etc. Et c'est extrêmement efficace. En tous les cas, l'émission déjà, tu as vu, ça passe vite parce que l'émission est déjà terminée. Déjà ? Donc voilà, donc on va peut-être un dernier mot, peut-être avant de conclure, pour dire à ceux qui nous regardent, ils peuvent retrouver la cabane des associations, ils peuvent te rejoindre où, tout ça. La cabane des associations, on peut la retrouver sur une page Facebook, il suffit de taper la cabane des associations. Ce qui est important, peut-être le dernier mot, c'est que l'un des grands projets que nous portons actuellement, c'est la question des maraudes et qui fait la jonction avec le bien manger. Parce que la question des maraudes, c'est pas juste aller distribuer de la nourriture, hein. C'est aussi tout ce qui est l'accès aux droits, les luttes contre les discriminations, comment ces personnes sont arrivées finalement à se retrouver dans la rue. Et on a voulu agrandir ce collectif, je parle pas du collectif La Cabane, mais la coordination des maraudes, oui, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la précarité alimentaire. Et donc, dans le cadre de cette précarité alimentaire, en fait, il y a des associations qui font des distributions de paniers repas, de paniers de légumes, etc. Nous, on veut travailler tous ensemble à Créteil et essayer d'être aussi force de proposition, de sensibilisation. Par exemple, parmi nous, il y a une association sportive que j'ai eu la chance de coprésider et qui va emmener les habitants des quartiers populaires ou d'ailleurs, hein, qui fait des ateliers dans des centres commerciaux pour leur apprendre à lire les étiquettes, comprendre ce qu'on mange, ce qu'on met dans notre assiette est fondamental et pour notre santé et pour nos finances aussi. Et on se rend compte finalement sur la durée que manger mieux, il y a une transition, hein. Manger mieux, effectivement, ça a un coût supérieur au début et au final, on se rend compte que manger mieux, ça permet aussi de stabiliser le budget alimentaire puisque finalement, on gaspille beaucoup moins et ça s'équilibre. Pour peu qu'on y mette du sien, ça finit par s'équilibrer et on est gagnant à tous les niveaux, sur la santé, sur le fait de cuisiner ensemble en famille, etc. Linda, merci. Avec plaisir. Sur ce message, je dirais qu'on aurait pu vous écouter encore beaucoup plus longtemps. Malheureusement, on doit en antenne. Alors, sur ce, vous avez vu, donc, manger mieux pour vivre mieux, pour partager mieux. Voilà, je crois que les grands messages de Linda, c'est cette bienveillance, cette envie de faire ensemble, ce côté altérité, protéger notre terre, protéger nos concitoyens, nos administrés. Hein, c'est ce que ces trucs. Et donc, nous, on va se quitter. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore dîné, bon appétit pour les autres. Excellente soirée avec votre famille ou vos amis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci.